Imaginez, mes amis, un homme d'1,88 mais aussi athlétique qu'un footballeur professionnel, parlant 4 langues, composant de la musique, écrivant de la poésie et conquérant toute l'Europe avec charme. C'était Henri VIII à 18 ans, lorsqu'il devint roi d'Angleterre en 1509. Les récits contemporains disent qu'il était l'homme le plus beau que j'ai jamais vu, avec une peau claire et des cheveux roux qui brillaient comme de l'or au soleil. Rappelez-vous ceci, 38 ans plus tard, ce même homme pesait plus de 180 kilos. Ses jambes suintaient de pus provenant de plaies infectées, qui sentaient si mauvais que les domestiques tiraient au sort pour éviter de l'habiller. Sa paranoïa était telle qu'il dormait avec des arbalètes chargées à côté de son lit. Il fit exécuter 2 de ses femmes, divorça de 2 autres et bouleversa toute la religion de l'Angleterre. Le prince d'or était devenu un cauchemar ambulant. Comment diable quelqu'un peut-il changer aussi radicalement? La réponse réside dans une tempête parfaite de traumatisme physique, de pression psychologique et de pouvoir absolu qui corrompt tout. Aujourd'hui, nous allons démêler les preuves médicales, les dossiers judiciaires et les témoignages oculaires qui révèlent de comment le roi le plus infâme d'Angleterre est devenu le monstre dont l'histoire se souvient. La transformation d'Henry commença par ce qui semblait être un accident sportif normal le 24 janvier 1536, lors d'un tournoi de joute au palais de Greenwich. Pour ceux qui l'ignorent, la joute était comme le MMA médiéval. 2 cavaliers s'affrontaient avec des lances géantes. C'était le sport le plus dangereux de l'époque, tout comme notre rodéo actuel. Le cheval d'Henri s'est écrasé sur lui. L'impact a été catastrophique, mes amis. Selon les archives médicales du tribunal, le roi est resté inconscient pendant 2 heures, à un moment où perdre connaissance pendant plus de quelques minutes signifiait généralement une mort certaine. Le docteur Armanstein, dans son analyse des dossiers médicaux de l'époque en 2016, suggère qu'Henry a subi un traumatisme crânien grave, en particulier des dommages au lobe frontal, qui est la partie du cerveau qui contrôle les impulsions et le traitement émotionnel. Il suffit d'observer les faits. Avant 1536, les exécutions d'Henry étaient relativement rares et respectaient les procédures légales. Après l'accident, la fréquence et le caractère arbitraire de ces condamnations à mort ont considérablement augmenté. Mais le coup à la tête n'était qu'une partie de l'histoire. Le même accident de joute avait provoqué l'éclatement d'un ulcère variqueux à la jambe gauche d'Henry, séquelle d'une blessure antérieure survenue en 1527. Ce qui a commencé comme une blessure gérable s'est transformé en un cauchemar purulent qui le tourmenterait pour le reste de sa vie. Les recherches menées par l'historienne médicale Dr Kira Kramer indiquent que ces ulcères étaient probablement causés par une insuffisance veineuse chronique, possiblement compliquée par le diabète. La douleur était atroce et constante, mes amis. Les archives judiciaires décrivent les blessures aux jambes d'Henry, cautérisées au fer rouge, une torture médiévale déguisée en traitement médical. L'odeur était si insupportable que les courtisans portaient des mouchoirs parfumés à leur visage lorsqu'ils s'approchèrent du roi. Certains témoignages suggèrent que la puanteur était perceptible depuis plusieurs pièces à la ronde. La douleur devint le compagnon constant d'Henrique et le transforma complètement. Son sommeil devint difficile, son humeur s'emballa et ses décisions devinrent de plus en plus imprévisibles. Le roi athlétique, qui chassait autrefois pendant des heures, pouvait à peine se déplacer d'une pièce à l'autre. Son corps l'avait trahi, et en retour, il trahirait tous ceux qui l'entouraient. La paranoïa médicale d'Henry a atteint des niveaux qui feraient paraître raisonnables les hypocondriaques modernes. Les amis. Après l'accident de 1536, il devint obsédé par sa mortalité, consultant constamment des médecins et exigeant des traitements de plus en plus élaborés pour son état de santé qui se détériorait. La pharmacie du roi, conservée dans la collection royale, contient plus de 300 remèdes différents. On y trouve des perles moulues contre la mélancolie, de la poudre de corne de licorne, qui était en réalité une défense de narval, pour prévenir les empoisonnements, et de la mousse provenant de crânes humains contre l'épilepsie. Imaginez la folie. Henrique a dépensé l'équivalent de millions en monnaie actuelle pour des traitements médicaux allant de l'inutile au très nocif. Son hypocondrie se manifestait de manières étranges, dignes d'un feuilleton mexicain subtil. Il avait besoin de plusieurs goutteurs, non seulement pour détecter le poison, mais aussi parce qu'il croyait que certains aliments pouvaient aggraver son état. Il bannit les miroirs de sa présence après 1540, incapable de supporter la vue de sa détérioration physique. Henrique a développé ce que les psychiatres modernes
reconnaîtrait comme un trouble anxieux grave, compliqué par un syndrome de douleur chronique. Ses habitudes de sommeil devinrent irrégulières. Il pouvait rester éveillé pendant des jours, puis dormir 18 heures d'affilée. Ses sautes d'humeur devinrent légendaires parmi les courtisans, qui apprirent à déchiffrer les signes avant-coureurs de ses colères. Plus dangereux encore, Henri commença à considérer la maladie et la faiblesse comme des attaques personnelles contre son autorité divine. Lorsque son corps le trahissait, il s'en prenait à son entourage. L'homme, qui s'était autrefois enorgueilli de ses prouesses physiques, considérait désormais tout rappel de la fragilité humaine comme une trahison de son véritable moi. La création de l'Église d'Angleterre n'était pas une révolution théologique, mes amis. C'était la plus grande colère de l'histoire. Un homme qui ne supportait pas qu'on lui dise non. Lorsque le pape Clément VII refusa d'annuler le mariage d'Henri avec Catherine d'Aragon en plein 1533, Henri ne se contenta pas de rompre avec Rome. Il réécrivit toute la structure religieuse de l'Angleterre pour parvenir à ses fins. La grande affaire, comme les historiens appellent la procédure de divorce d'Henri, révèle le narcissisme fondamental du roi. Son argumentation ne reposait ni sur le droit canon, ni sur des principes théologiques, mais sur des convenances personnelles. Henri prétendit que son mariage avec Catherine était invalide, parce qu'elle avait été mariée à son frère décédé, Arthur, ignorant commodément qu'il avait spécifiquement demandé une dispense papale sur cette même question lorsqu'ils se sont mariés en 1509. C'était comme demander la permission de faire quelque chose, le faire, puis avouer qu'on n'aurait jamais dû demander la permission. C'était surréaliste. Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury qui accorda finalement l'annulation du mariage d'Henri, laissa des documents détaillés relatant le raisonnement du roi. Henri croyait sincèrement que Dieu le punissait pour son mariage invalide, en lui refusant des héritiers mâles. Les multiples fausses couches et décès infantiles de Catherine n'ont pas été considérés comme un malheur médical, mais comme un jugement divin. L'acte de suprématie de 1934 fit d'Henri le chef suprême de l'Église d'Angleterre, lui conférant une autorité religieuse que même les rois médiévaux n'avaient pas revendiquée. Il ne s'agissait pas de réforme protestante. Henri resta théologiquement catholique jusqu'à sa mort. Il s'agissait de créer un cadre juridique où les volontés personnelles du roi devenaient loi religieuse. La motivation financière était tout aussi importante. La dissolution des monastères entre 1536 et 1541 permit à la couronne de bénéficier d'une immense richesse. Henri confisqua des terres monastiques d'une valeur d'environ 1,3 million de livres sterling par an, environ 1 milliard de livres sterling aujourd'hui, en utilisant l'autorité religieuse pour justifier ce qui était essentiellement le plus grand vol de propriété de l'histoire anglaise. Henri hérita de l'un des trésors les plus stables d'Europe de son père, Henri VII, qui avait accumulé environ 1250 000 années en or et en argent, une fortune qui représentait des années de gestion financière prudente. En une décennie, Henri avait tout dépensé dans des guerres qui n'avaient pour seul résultat que de gonfler son ego. Les campagnes françaises de 1512, 1514 et de 1522, coûtèrent plus d'1 million de livres sterling, sans aucun résultat concret. L'obsession d'Henri pour la gloire militaire le poussa à entreprendre de coûteux sièges de villes françaises, stratégiquement inutiles. La bataille des Éperons de 1513, que Henri considérait comme une grande victoire, était en fait une escarmouche mineure, qui coûta plus à préparer que ce que contenait tout le trésor français. C'était comme dépenser l'argent du mariage pour une fête qui n'était même pas bonne. En 1526, Henri fut contraint de déprécier la monnaie anglaise pour la première fois, réduisant de 25% la teneur en argent des pièces. Cette mesure apporta un soulagement temporaire, mais créa une inflation qui dévasta les familles anglaises ordinaires. La grande dépréciation s'est poursuivie tout au long de son règne, réduisant finalement la monnaie anglaise à moins de la moitié de sa teneur en argent d'origine. Les dépenses du roi ne se limitaient pas à la guerre. La construction et l'ameublement du palais de Hampton Court ont coûté à eux seuls plus de 62 000 livres sterling, soit l'équivalent d'environ 50 millions de livres sterling aujourd'hui. Henri entretenait une cour de plus de 10 000 personnes, ce qui nécessitait des dépenses constantes en nourriture, vêtements et divertissement. Ces dépenses vestimentaires personnelles dépassaient le revenu annuel de la plupart des comtes anglais. La fiscalité traditionnelle s'avérant insuffisante, Henri recourut à des mesures de plus en plus désespérées. La concession à l'amiable de 1525 était essentiellement une taxation forcée qui faillit provoquer une rébellion. La dissolution des monastères apporta un soulagement temporaire, mais Henri dépensa les ressources plus vite qu'elles n'arrivaient. À sa mort, en 1547, l'Angleterre était en faillite, avec des dettes
dépassant les 4 millions de livres sterling. Enrique comprenait la propagande, avant même que le mot n'existe. Alors que son corps se détériorait, il compensa en créant un personnage artistique qui projetait puissance, virilité et autorité divine. Le célèbre portrait de Holbein de 1537, montrant Henri dans sa pose emblématique, aux jambes écartées, avec une culasse massive, a été soigneusement conçu pour masquer son déclin physique. La composition du portrait est une propagandiste magistrale. Les jambes d'Henrik sont positionnées de manière à cacher ses ulcères. Ses vêtements sont rembourrés pour suggérer des muscles plutôt que de la graisse. Et ses manchettes sont si exagérées qu'elles frisent de la parodie. L'analyse de l'historienne de l'art Susan Foyers révèle que Holbein a utilisé une perspective forcée pour faire paraître Henri plus grand et plus large qu'il ne l'était en réalité. Les vêtements du roi devinrent de plus en plus sophistiqués à mesure que son corps déclinait. Les registres d'inventaire montre qu'Henri possédait plus de 2000 vêtements, dont des pourpoints rembourrés de crins de cheval pour créer l'illusion d'une poitrine musclée. Ses culottes étaient rembourrées de suure et renforcées de fanons de baleine, créant une parodie grotesque de la masculinité, qui ne trompait personne à la cour, mais impressionnait les ambassadeurs étrangers. Les palais d'Henri étaient conçus comme des décors pour le théâtre royal. La grande salle de Hampton Court fut construite spécialement pour mettre en valeur la magnificence du roi, avec un plafond à poutres en marteau qui dirigeait le regard vers le haut, pour souligner la taille d'Henri. Le trône du roi était élevé sur une plateforme et entouré de tapisseries de tissu doré qui reflétèrent la lumière sur son visage, créant une lueur presque surnaturelle. L'écriture d'Henrik devint même un élément de sa gestion d'image. À mesure que ses mains devenaient arthritiques et gonflées, il développa une signature de plus en plus élaborée, occupant des lignes entières de documents. La célèbre signature Henri R, avec ses fioritures et ses traits dramatiques, a été conçue pour projeter l'autorité même lorsque le roi pouvait à peine tenir une plume. La célèbre comptine « divorcée, décapitée, morte, divorcée, décapitée, survécue » réduit la vie de 6 femmes à leur relation avec un monstre. Mais l'histoire de chaque épouse révèle différents aspects de la cruauté d'Henri. Catherine d'Aragonel a enduré 24 ans de mariage avec un homme qui a fini par invalider leur relation. Après l'annulation, Henri lui a interdit de voir sa fille Marie et l'a confinée dans des châteaux de plus en plus reculés. Elle mourut en 1536, probablement d'un cancer, après avoir écrit des lettres à Henri IV qu'il ne prit jamais la peine de lire. Sa dernière lettre, signée Catherine la Reine, fut un acte de défiance qu'Henri IV ne lui pardonna jamais. Anne Bolenson, exécution en 1536, fut précédée d'un procès-spectacle qui aurait impressionné Staline. Henri fit torturer son frère Georges et 4 autres hommes, jusqu'à ce qu'ils avouent leur adultère avec la reine. Anne fut forcée d'assister à leurs exécutions avant la sienne. Les accusations étaient si manifestement inventées que même les partisans d'Henri VIII en furent embarrassés. Mais la paranoïa du roi avait atteint un tel point qu'il voyait une trahison dans chaque regard. Jane Seymour, elle mourut 12 jours après avoir donné naissance à Édouard VI, probablement d'une septicémie puerpérale. La réaction d'Henri révèle son égoïsme fondamental. Il la pleura comme l'épouse qui lui avait donné un fils, et non comme une personne morte au service de ses ambitions. Quelques semaines après ses funérailles, il pensait déjà à son prochain mariage, Anne de Clèves. Elle a survécu en acceptant l'humiliation. Lorsqu'Henri déclara leur mariage non consommé en raison de son apparence, elle accepta l'annulation plutôt que de risquer l'exécution. Sa stratégie de survitio reposait sur une soumission totale. Elle appela Henrik frère jusqu'à la fin de ses jours et ne se remaria jamais, vivant comme une pensionnaire, dépendant de sa bonne volonté. Katharina Howard. Elle avait probablement 19 ans lorsque Henri la fit exécuter en 1542. Son adultère consistait en des relations qui avaient eu lieu avant le mariage et peut-être en du flirt par la suite. Henri a adopté une loi rendant trahison quiconque épouserait le roi sans révéler son histoire sexuelle, criminalisant ainsi rétroactivement le comportement normal des adolescents. Catherine Parr. Elle a survécu en devenant l'infirmière d'Henry au lieu de son épouse. Elle gérait ses soins médicaux, éditait ses écrits et évitait soigneusement tout sujet susceptible de déclencher sa paranoïa. Sa survie a nécessité la suppression complète de sa propre personnalité au service de l'ego d'un tyran mourant. Le bilan des exécutions d'Henri Watt ressemble à un roman d'horreur médiéval. Selon des estimations prudentes, il aurait ordonné la mort de plus de 70 000 personnes au cours de ses 38 ans de règne, soit environ 5 exécutions par jour. Les victimes allèrent de personnalités internationales à des citoyens ordinaires, dont le seul crime était d'être en désaccord avec le roi. Sir Thomas Morson,
Exécution en 1535 choqua l'Europe. More avait été l'ami d'Henri, son lord chancelier, et l'un des intellectuels les plus respectés de sa génération. Son crime fut d'avoir refusé de prêter serment reconnaissant Henri comme chef suprême de l'Église. Les derniers mots de More, « Je meurs en bon serviteur du roi, mais d'abord de Dieu », devinrent un cri de résistance catholique. Thomas Cromwell, l'automne 1540, démontre la capacité d'Henri à la trahison. Cromwell avait été l'artisan de la rupture d'Henri avec Rome, le cerveau de la dissolution des monastères, et l'administrateur le plus efficace du roi. Après l'échec de son mariage avec Anne de Clèves, Henri eut besoin d'un bouc émissaire. Cromwell fut arrêté sans avertissement, privé de procès et exécuté quelques semaines plus tard. Le pèlerinage de la grâce, 1536, vit Henri VIII à son apogée. Lorsque 40 000 catholiques du Nord se révoltèrent contre ces changements religieux, Henri VIII promit pardon et négociation. Une fois les rebelles dispersés, il a systématiquement traqué et exécuté leur chef, rompant sa parole avec un cynisme qui a choqué même ses partisans. Margaret Pole, la comtesse de Salisbury, avait 67 ans lorsque Henri la fit exécuter en 541. Son crime était d'être la mère du cardinal Reginald Pole, qui avait critiqué la rupture d'Henri avec Rome pour la sécurité de l'Italie. L'exécution fut bâclée. Le bourreau inexpérimenté eut besoin de plusieurs coups pour tuer une femme âgée, dont le seul tort était d'avoir un fils opiniâtre. La mort d'Henri, le 28 janvier 1547, fut aussi grotesque que ces dernières années. Son corps avait atteint un tel œdème qu'il avait besoin d'appareils mécaniques pour se déplacer dans les palais. L'odeur de ses ulcères infectés à la jambe était si insupportable que sa confession finale a dû être faite de l'autre côté de la pièce. Le corps du roi présentait des problèmes immédiats. Son corps était tellement gonflé par les gaz de décomposition interne que les embaumeurs peinaient à le préparer pour l'enterrement. Ils l'enveloppèrent dans des bâches de plomb et le scellèrent dans plusieurs cercueils en bois. Mais la pression continua de monter pendant le cortège funèbre de Londres au château de Windsor. Selon plusieurs récits contemporains, le cercueil d'Henri aurait explosé lors de son arrêt nocturne à l'abbaye de Sion, et les restes royaux en décomposition se seraient répandus sur le corbillard. L'odeur était si horrible que le cortège funèbre a dû s'arrêter pendant que les serviteurs nettoyaient le désordre avec des seaux et des chiffons. Le symbolisme était parfait. Mon peuple, l'homme qui prétendait à l'autorité divine a fini en charogne sur une route de campagne. Des chiens auraient été vus en train de lécher les restes du roi, qui se faisait appeler le représentant de Dieu sur terre. Même mort, Henri parvint à semer le chaos et le dégoût. L'explosion n'était pas seulement une note de bas de page grotesque, c'était une métaphore parfaite de tout le règne d'Henri. Comme son cadavre, son royaume était gonflé d'une autorité empruntée et d'une grandeur artificielle. Lorsque la pression devint trop forte, tout explosa, laissant un désordre que d'autres durent réparer. Henri VIII mourut persuadé d'avoir assuré la sécurité de sa dynastie et réformé son royaume. Au lieu de cela, il laissa l'Angleterre ruinée, divisée sur le plan religieux et dirigée par un garçon de 9 ans, malade. Son fils, Édouard VI, mourut à 15 ans. Le règne de sa fille Marie fut consumé par les persécutions religieuses et seul le règne de 45 ans d'Élisabeth Ier empêcha la lignée Tudor de s'effondrer complètement. Le roi qui avait exécuté 2 épouses pour ne pas avoir donné naissance à des héritiers mâles, fut remplacé par 2 filles, qui se révélèrent être des dirigeantes plus compétentes que lui. L'héritage d'Henri ne correspond pas à la monarchie forte qu'il imaginait. Sa transformation de prince de la Renaissance en tyran paranoïaque démontre comment la douleur physique, la pression psychologique et une autorité débridée peuvent détruire à la fois le dirigeant et ses sujets. Les preuves médicales suggèrent que la cruauté d'Henri n'était pas entièrement de sa faute. Un traumatisme crânien, des douleurs chroniques et de possibles troubles hormonaux ont tous contribué à ces changements de comportement. Mais des millions de personnes souffrent de conditions similaires sans pour autant devenir des meurtriers de masse. La tragédie d'Henri résidait dans le fait que sa souffrance s'accompagnait du pouvoir de faire souffrir d'autres personnes avec lui. L'histoire d'Henry Ware ne se résume pas à celle d'un roi devenu fou. C'est un avertissement sur ce qui arrive lorsque le pouvoir absolu rencontre la fragilité humaine. Il s'agit de la façon dont la douleur peut transformer un prince doré en un monstre qui terrorise une nation entière. Et surtout, il s'agit de la façon dont même les hommes les plus puissants ne peuvent échapper aux conséquences de leurs propres choix. Alors, les amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Dites-moi ci-dessous quel roi ou quelle reine vous aimeriez que je raconte. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car il y a encore plein d'autres histoires bizarres à venir.